Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast, bienvenue sur le Papillon, le podcast qui met en lumière les talents, écrivains et surtout les parcours de vie. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kama Cissé, que je vais vous présenter et surtout qu'elle va se présenter elle-même. Voilà, Kama, bonjour. Bonjour. Comme tu l'as bien précisé, je m'appelle Kama Cissé, j'ai 34 ans, je suis juriste, je travaille dans un cabinet d'avocats, je suis autrice qu'on va présenter aujourd'hui, j'ai créé aussi ma marque de cosmétiques. Je suis une femme accomplie. Voilà, c'est ça, de toutes les facettes. Super, donc moi j'ai souhaité t'avoir sur le podcast parce que on s'était rencontrés dans d'autres circonstances et ton bouquin m'avait interpellée parce que effectivement il y avait des petites choses, comme tous les bouquins qui m'avaient un peu questionné, mais surtout c'était le message de fond qui m'avait intéressé. Et donc on en parlera. Avant ça, je voudrais déjà parler un peu de ton parcours de vie. Qui es-tu surtout aujourd'hui, comment tu pourrais te définir? Alors, je me définis dans un premier temps comme une afropéenne. Aujourd'hui, effectivement, qui est passée par différents parcours, que ce soit professionnel, personnel, qu'on va pouvoir développer au travers de ce premier ouvrage. Et je me définis aussi comme étant une femme résiliente. Je pense que c'est quelque chose qui nous parle beaucoup, notamment en étant afropéenne. Et voilà, je pense que je suis une femme aussi, donc comme tu le disais, accomplie, mais qui a aussi encore beaucoup de choses à accomplir et qui a hâte de pouvoir les accomplir. Très bien, très très bien. Et on va passer tout de suite à l'écriture. Pourquoi tu écris? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà, on va dire, de façon un peu innée, ou tu es venu, par rapport à ton parcours de vie, à écrire? En fait, c'est devenu un besoin, disons, viscéral. En fait, ça faisait un moment que j'écrivais, mais j'écrivais pour moi. Des petites choses par-ci, par-là, sur mon téléphone, mon cahier, bref, je gribouillais. Et quand je suis arrivée à un stade de ma vie où j'avais vraiment besoin d'écrire pas mal de choses, parce que je me suis rendu compte que on me percevait beaucoup comme étant une femme forte. Et moi aussi, je m'étais persuadée que c'était le cas. Comme beaucoup d'entre nous. Clairement. Et en fait, mais rien du tout, parce que déjà, je ne savais pas ce que je voulais. Je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas où est-ce que je voulais y aller. Je ne savais même pas ce que j'aimais. Je crois que j'aimais, en fait, les tendances. J'aimais bien ce qu'aimaient les autres. Je suivais un peu le mood et je ne savais pas trop. Et quand j'ai su, et notamment, ça relate aussi de la relation que j'ai pu avoir beaucoup avec ma maman. Et dès que j'ai su ça, dès que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je m'affranchisse de ça, je suis passée à autre chose et je me suis dit, non mais là, ça, il faut que tu l'écrives en fait, c'est pas possible. Parce qu'il faut briser la chaîne. C'est ça. Et je me dis que si demain j'ai une fille, franchement, je veux pas du tout qu'elle passe par là. D'accord, on va en parler. Et donc justement, moi j'ai souligné justement dans ce livre, ce qui m'avait intéressé, c'est que, en fait, d'une façon très drôle et très légère, tu fais passer plusieurs messages. Déjà, le premier message, c'est la relation qu'on peut avoir avec sa maman. Et je voudrais que tu, sans forcément faire un teaser, parce que l'idée c'est quand même que notre communauté puisse découvrir quand même le livre, que je vais vous montrer là, que vous avez. Et donc c'est important aussi de pas teaser, mais je veux que tu mettes en fait... Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme message justement dans ce livre par rapport à la relation mère-fille, on va dire? Alors par rapport à la relation mère-fille, ce que j'ai voulu faire passer, c'est que déjà en termes de santé mentale dans notre communauté, c'est compliqué, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Il y en a, ça n'existe pas chez nous. On met ça sur le tapis. On met clairement ça sur le tapis. Il faut aussi comprendre et savoir que nos mamans sont passées par des expériences de vie. Et moi, étant précisé que je suis la fille aînée et la seule fille de ma mère, il y a eu beaucoup d'attentes et elle a transposé beaucoup de choses sur moi. Et en fait, cette non-communication par rapport à ça m'a fait, moi, penser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que toute notre vie, on cherche la reconnaissance de nos parents. C'est bien, je trouve que quelque part, c'est quelque chose de sain, il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que, voyant que ma mère,
elle avait un comportement X avec mes frères et un comportement Y avec moi, je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sachant qu'on était 2 femmes à la maison, on était les alliés, on était ensemble, on faisait le ménage, on faisait machin, je me suis dit non mais c'est ma gossure quoi. Et en fait, pas du tout. Donc, il faut essayer de comprendre ça, mais surtout, il ne faut pas se dire que c'est nous qui sommes le problème de cela. Ouais, mais il faut aussi, je pense, avoir une certaine prise de recul. Bien sûr. Et ça, aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde, non seulement dans la vie dans laquelle on est, parce qu'on est toujours speed, mais aussi, on a peur aussi peut-être de regarder la relation qu'on a eue avec sa mère et de la remettre en question. Clairement. Et toi, ça t'a pas fait peur? C'est quelque chose qui m'a fait peur, mais en fait, arrivé à un moment donné où on souffre trop. Je souffrais tellement, qu'à un moment donné, j'en ai eu marre. Je me suis dit, à un moment donné, ça peut pas être pire que ce qu'il y a là, en fait. Et à un moment donné, je me suis dit, je refuse de me consumer intérieurement, alors que je n'ai eu de cesse de poser la question à ma mère, et ma mère n'a jamais daigné me donner une once de réponse. Mais jamais, je lui ai toujours dit, mais pourquoi, mais qu'est-ce que je t'ai fait, mais qu'est-ce qu'il y a, machin. Ma mère a toujours esquivé le sujet. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible, moi demain j'ai un enfant, donc c'est ce que je vais reproduire là. C'est ça. C'est ce que je. Là, en fait, on part dans ça, là, il en est hors de question. Il en est strictement hors de question. J'ai compris que c'était pas moi le problème, donc, et c'est plus mon combat. C'est plus mon combat. J'ai d'autres attentes. Ça, ce sera ma plus grande frustration, attention, hein. Mais je fais avec. Je prends ce qu'elle me donne. Basta. Mais tu sais, j'écoutais un podcast justement récemment où il y a une très bonne auteure, j'ai plus le nom, mais qui disait aussi justement qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui restent dans ce schéma-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elles ne veulent pas remettre en cause leur mère parce qu'elles ont peur aussi de casser la relation. Est-ce que toi, tu as eu cette peur-là de casser la relation, mais surtout comment tu t'y es pris? Parce que, enfin, demain, moi, j'ai écrit un bouquin comme ça, j'imagine que ma mère... elle va dire, oh là là, il y a des choses qu'on s'est pas dit. Voilà, mais est-ce que tu y avais réfléchi avant? J'ai réfléchi avant. Chaque mot qui ont été apposés sur cet ouvrage ont été pesés, sous-pesés. Je savais que j'allais lui en parler. J'ai toujours gardé les choses au fond de moi et dès que ça sort, j'en parle. C'est-à-dire que dès que j'ai reçu les ouvrages, le premier livre qui est sorti, je l'ai donné à ma mère. Ah oui, pour qu'elle soit... J'ai donné à ma mère. La 4e de couverture annonce la couleur. Donc elle savait pertinemment parce qu'elle l'a lu devant moi et elle m'a même dit ah, t'as écrit des choses atroces sur moi et tout. Je lui dis non, j'ai juste raconté les faits en fait. J'ai juste été vraiment factuellement factuelle et sache que ce n'est pas un bouquin pour te descendre ou quoi que ce soit. C'est pas mon but. Clairement, c'est pas mon but. Ma mère, je l'aime, ma mère, je la respecte. Je n'aime pas sa manière de m'aimer, certes, mais je la respecte et je la respecterai toujours. Parce que ce livre-là, quand ma mère partira, il restera et il y aura des gens qui vont me dire, t'as vu, t'as écrit. Non, je pense à ça aussi après. Donc non, pas du tout. Et c'est vrai que ma mère, elle pense souvent que je la déteste ou voilà, et pas du tout. Et j'ai à cœur de lui dire clairement. Ça sera l'occasion pour voir la vidéo. Exactement. Non, mais tu vois, ce qui est difficile, c'est ça, c'est de te dire quand elle va le lire, est-ce que ou le lire ou d'autres femmes, d'autres personnes qui essaient aussi de le dire de façon un peu directe, comment en fait elle va réagir, parce que nos mères, ce qu'on sait aujourd'hui, même nous-mêmes, enfin aujourd'hui moi je suis maman, mais je me dis je fais jamais parfaitement les choses, et c'est surtout ça, et je te trouve hyper courageuse en tout cas d'avoir fait la démarche, et je voulais te poser une question par rapport à ça, c'est est-ce que tu encourages aujourd'hui les femmes qui sont en train de se construire d'avoir une démarche comme ça? Oui. Ouais. Oh que oui. Il n'y a pas plus à développer. Oh que oui. Mais bien sûr, c'est important parce que, encore une fois, santé mentale, trauma, il faut briser les chaînes par rapport à ça déjà dans un premier temps. On est quand même dans une société où j'ai l'impression quand même il y a beaucoup de livres sur le développement personnel, etc. On parle beaucoup, on communique beaucoup. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, il faut que les parents, il faut qu'ils aient un rôle, voilà, par rapport à cela. Et je trouve que la communication c'est hyper important. Donc même si c'est vrai, on fait partie d'une communauté où il y a quand même de la pudeur, il n'y a pas de souci.
mais il y a quand même une communication à avoir. Même s'il y a de la pudeur, il y a quand même ça. Et moi, je suis de confession musulmane, et c'est aussi une religion qui prône, et les autres aussi, hein, je n'ai rien contre les autres, mais c'est aussi une religion qui prône justement la communication et je trouve que c'est le meilleur ouvrage, en tout cas, là je parle particulièrement du Coran, le développement personnel. C'est tout en fait. Voilà. Donc, oui, effectivement, c'est important. Il faut le faire. Qu'importe le support, le dire, l'écrire, qu'importe le support, mais il faut le faire, mais bien sûr. Et justement, tu as parlé d'un point qui est important, c'est le respect qu'on peut avoir des aînés. Enfin, c'est vrai que nous, dans notre communauté, c'est un peu toute l'Afrique, oui, il y a des points sur lesquels on se rejoint. Et en fait, moi, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt, en Afrique, je tiens bien les guillemets, d'avoir ce type de discours avec nos parents? On n'est pas prêt. Ouais. On n'est pas prêt, mais il y a des choses qu'il faut déconstruire, il y a des choses qu'il faut reconstruire, comme pas mal de choses en fait. Mais je pense qu'on est prêt à essayer de le faire. Parce qu'effectivement, nous déjà, en tant qu'Afropéens, on a cette double culture. On a cette double culture. Il y a aussi un choc culturel par rapport à nos parents, certes. Mais il y a des choses qu'on sait qu'on reprendra de notre éducation, parce que c'était bien, et parce que voilà, ça fait partie de notre essence. Mais il y a aussi des choses qu'il faut refaire et qu'il faut parfaire. C'est sûr. Surtout par rapport à l'époque dans laquelle on vit. Voilà, il y a d'autres modes de communication qu'il faut arborer, et on apprend tous les jours, et on apprend avec notre époque. Donc oui, pour moi c'est important. Ah bah, c'est hyper clair, c'est hyper clair. Et je te suis aussi, et tu parlais d'un point qui est hyper important, la santé mentale. Oui. Et c'est vrai que c'est des fois moi-même, c'est hyper flou la santé mentale. Il y a plein de choses qu'on peut mettre dedans. Et quelque part, tu as voulu aussi faire passer ton message, le message de la santé mentale via ton livre. Aujourd'hui, est-ce que le fait d'avoir écrit, est-ce que ça a été une thérapie déjà pour toi, une forme de thérapie, et est-ce que aussi tu as eu des retours d'expérience par rapport à la lecture du livre sur des femmes pour qui ça a aidé aussi sur cette santé mentale-là? Alors déjà, je vais faire rapide sur tes 3 questions. Alors, l'exercice d'écriture, ça a été pour moi un exutoire, clairement. Ça a été ma thérapie. Clairement, ça a été ma thérapie. Et ça m'a confortée dans mon choix, parce que toutes les fois où j'ai relu, où je suis repassée par ce passage, j'étais on y va. Donc oui, ça a été mon exutoire. Et j'ai eu effectivement beaucoup de retours d'expérience, notamment des hommes. J'ai été extrêmement étonnée. Il y a des hommes qui sont venus à ma rencontre pour me dire effectivement que eux ont rencontré le même chemin ou les mêmes problématiques avec leur papa. Et que ça a été effectivement difficile, et la perception aussi qu'ils ont pu avoir d'eux-mêmes, etc., auprès de femmes, auprès d'hommes aussi, pour ceux qui font partie de la communauté LGBT. Ça a été effectivement très compliqué, et ils m'ont dit écoute girl, t'es pas la seule quoi. Et après bien évidemment beaucoup de femmes dans la communauté, mais il y en a énormément. Mais j'étais étonnée, j'ai fait plusieurs éditions du Salon du Livre africain à Paris. Oui, voilà, exactement. Et pareil, les lectrices, et ah là là, mais ton bouquin, mais tel passage m'a ému au plus haut point, mais c'est exactement ce que j'ai vécu. Enfin, voilà. Et ça m'a fait du bien, mais ça m'a aussi fait de la peine. Parce que je me suis dit, en fait, on est beaucoup à souffrir comme ça. Et les filles, n'hésitez pas à le dire. Parce que vous êtes vous aussi maman ou en devenir. Oui. Vous brisez cette chaîne-là. C'est pas possible, ça va vous consumer, c'est pas possible. Réfléchissez aux répercussions que ça va avoir sur vos enfants. Parce que les enfants, ce sont des éponges. Et c'est ça que je te disais, je pense que le vrai travail, c'est pouvoir avoir du recul. Et aussi de savoir dissocier ce qui est à nous et ce qui vient de notre mère ou de notre père finalement. Ça, c'est quelque chose, je pense que à force de discussion, peut-être pas spécifiquement avec le parent en question, mais peut-être avec d'autres personnes de la famille, les grands-parents, les oncles et tantes, et puis on voit un petit peu le comportement qu'a le parent envers les autres, voilà, on essaye un petit peu de faire des suppositions, de faire des hypothèses, et voilà. Et puis surtout, il faut faire attention au pouvoir des mots, j'insiste énormément là-dessus.
il faut faire attention au pouvoir des mots. Parce qu'un enfant peut être traumatisé, et c'est la première phrase que j'utilise dans ma 4e de couverture. C'est une phrase qui m'a traumatisée et elle est encore dans ma tête. Donc voilà. Et par rapport à ça, justement, quels conseils tu pourrais donner? Parce que c'est bien beau de pouvoir le faire et tu encourages. Mais quels conseils aujourd'hui, par exemple, une femme, je prends un exemple concret, quelqu'un qui sait à peu près que, voilà, elle a eu un peu des relations un peu toxiques, entre guillemets, avec son père ou sa mère, et qu'elle souhaiterait justement faire cette démarche. Comment tu pourrais l'encourager? Comment tu pourrais lui donner des conseils? Quelles sont les étapes qu'elle pourrait... Alors, je dirais la remise en question perpétuelle, parce qu'effectivement, on grandit avec ses enfants, on grandit avec voilà, ses évolutions, ses épreuves, on grandit, mais il faut aussi avoir ce recul nécessaire. C'est pas évident, je le dis là, c'est pas évident. Il faut essayer en tout cas d'avoir un recul assez nécessaire pour se dire, attends, il faut que je fasse le point là sur ce que j'ai fait. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que je suis en phase avec moi? Est-ce que je suis en phase avec la communication que je vais avoir, que ce soit avec mes potes, que ce soit avec les collègues, mais surtout avec mes enfants? Est-ce qu'ils comprennent bien le message que je veux leur donner? Parce que même si on dit pas je t'aime, mais il y a d'autres manières de dire je t'aime. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident. Oui. Ouais, notamment, c'est vrai que je regarde aussi, je lisais un livre aussi sur les traumatismes, c'est pareil, c'est-à-dire que ce qui est difficile, c'est de se dire, surtout quand on a conscience, de se dire, j'ai pas envie de donner ça à mes enfants. Ça, c'est vrai que c'est difficile. Mais en même temps, on n'a pas un miroir qui nous dit, ah bah là t'as traumatisé, là t'as pas traumatisé. C'est ça. À moins que l'enfant soit assez fort. Maintenant, on reste à savoir le moment où l'élément déclencheur arrive. L'enfant ou un parent ou quelqu'un ait le courage de venir nous affronter et dire là, tu dépasses les bornes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, mais ça, tu vois, on le sait après coup. C'est ça, exactement. Voilà, parce que c'est un peu le... Voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi instaurer une certaine relation où l'enfant, en tout cas, peut au moins se sentir un petit peu assez en confiance pour pouvoir tirer la sonnette d'alarme. Et du coup, quel est ton avis aujourd'hui sur l'éducation positive? On parle beaucoup de l'éducation un peu les Suédois qui ont mis ça en place, éducation positive, bienveillante. C'est quoi ton avis là-dessus? Alors je dis oui et non. Dans le sens où, effectivement, oui, éducation positive, mais moi, je suis africaine et je ne crache pas du tout sur l'éducation à l'africaine. Voilà, je reste quelqu'un de bien élevé et je trouve qu'il y a quand même, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre culture. On ne veut pas non plus dénaturer ça, parce que j'emploie volontairement ce terme, mais éducation positive dans le sens où nous, on a grandi dans un environnement, c'est le parent il parle, tant pis, il a raison, voilà. On essaie de savoir pourquoi, on t'explique pas, tu te débrouilles et c'est la vie qui va t'expliquer pourquoi, du comment. Voilà, donc là, il faudrait effectivement de la positivité et essayer un petit peu, voilà, d'instaurer ce truc-là, de voilà, les gars, faites un petit effort s'il vous plaît. Mais après, non, oui et non. Voilà. Et tu parlais tout à l'heure de résilience. Aujourd'hui, après le Covid, on a vu des scénarios de santé mentale, il y a plein de gens qui se retrouvent dans une espèce de solitude, ça s'est amplifié. Et j'avais une question, est-ce que notre mode d'éducation justement à l'africaine ne donne pas plus de résilience des fois? Bien évidemment. Bien évidemment. Et surtout, on vit, nous sommes afropéens, donc on vit dans un continent, dans un pays où de fait, t'es obligé d'être résilient, c'est sûr. T'es obligé. Au boulot, t'es obligé d'être résilient. T'as pas le choix. Je dirais pas que c'est une seconde nature, mais c'est quelque chose qu'on sait. C'est quelque chose qu'on est dans un pays où on veut pas de nous. Je suis désolée, c'est peut-être violent, mais on veut pas de nous. On nous a toujours dit, il faut prouver plus que les autres. Il faut être plus que les autres. Oui, ok, tu es ça, mais tu es aussi autre chose. Donc quoi qu'il en soit, on a dû faire doublement le travail. Donc la résilience, elle a de fait toujours été là. Bon, on se reverra sur un autre sujet sur ce point-là. On se reverra en épisode 2, bien évidemment. Sur est-ce que la France nous accepte on va balancer les balles. Mais ouais, j'ai une légère petite digression, je suis d'accord avec une citation de Kémy Séba, d'accord avec lui, il n'y a pas un endroit dans le monde où on accepte des noirs.
On reviendra. Épisode 2. Avec Kamassé, épisode 2, on reviendra. Oui, donc on met ça sous le tapis, mais. Oui, mais c'est vrai que ça nous donne une vraie résilience et je le vois aussi par rapport à notre entourage. Hein, c'est-à-dire que le fait d'avoir été élevé des fois un peu à la dure, c'est vrai qu'on arrive à plus facilement remonter et aller de l'avant en fait. Exactement. Et on se pose peut-être aussi moins de questions. Non. On se pose moins de questions parce que voilà, nous on voit l'essentiel. C'est ça. Voilà, on va directement, en tout cas un peu plus directement au but, mais non sans heurts parfois. Non sans heurts Ça parfois. c'est sûr. Et justement, je voulais revenir sur un point que tu as cité tout à l'heure, les femmes fortes. Oui. Ça me colle à la peau. Une femme forte. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi une femme forte? Alors pour moi, une femme forte, c'est justement une femme qui est résiliente. Une femme en tout cas qui sait se débrouiller elle-même, ou en tout cas qui utilise toutes les ressources dont elle a besoin, ce qui signifie aussi faire appel à d'autres personnes. On ne se fait pas tout seul, donc voilà. Mais c'est une femme qui a du cran pour dire, écoute, là, j'ai besoin de toi, en fait. Et d'aller effectivement de l'avant. Donc ça, pour moi, ça fait partie effectivement des femmes fortes. Et c'est aussi une femme qui sait reconnaître qu'elle a mal. Parce que la force aussi, ça fait partie de ça, de dire, les gars, je suis vulnérable. Là, je suis vulnérable, je suis fatiguée, je coupe un temps, je reviens, ou là, ça va pas, aide-moi, et j'avance. Bien sûr. Mais oui, parce que c'est vrai que cette image-là, elle a un côté positif, et en même temps, ça nous pourrit la vie. Mais bien sûr, et surtout les femmes noires. C'est ça. Surtout les femmes noires, face à la douleur, face à plein de choses, mais bien sûr. Et même dans nos couples respectifs, en relation avec des hommes, ça pose problème parce que c'est vrai qu'on nous a tellement étiquetés comme une femme forte que du coup, on est capable de tout gérer. Et le problème, c'est que ça crée, comme on revient toujours à la santé mentale, ça crée en fait une charge mentale qui est énorme et dont on en parle quasiment peu, même entre nous. Et même quand on en parle entre nous, il y en a certaines, des femmes, qui diraient oui, mais on se plaint un peu trop, oui, mais il faudrait pas, ou ouais, mais tu sais, c'est comme ça, ça change pas la face du monde, donc il faut que tu acceptes. C'est ça. Oui, il y a des choses quand même qu'il faut pas faire. Ah bah oui, on est d'accord. Et c'est vrai que ce poids-là de la femme forte, aujourd'hui par exemple, ne fait que pleurer, mais quasiment pas accepté, notamment encore une fois dans notre communauté. C'est difficile de voir une femme pleurer, de baisser les bras. Alors que ça fait partie de la vie, clairement. Ça fait partie de la vie de tomber. Et un enfant, d'ailleurs, on le voit, premier enfant, il tombe. Et aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment pour faire bonne figure qu'on continue à garder cette étiquette de femme forte, ou c'est parce que nous aussi, quelque part, on veut le maintenir? Je pense qu'on veut aussi quelque part le maintenir, mais c'est aussi pour soi dans le sens où on se dit, si je pleure trop, si je reste trop en bas, j'aurais peut-être du mal à remonter assez vite. En tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que quand je sais que je vais pas bien, etc., je n'ai pas peur de dire que ça va pas et je reste un temps dans mon coin, mais à un moment donné, ça m'énerve et je me dis, non mais là, c'est pas possible. Il faut que tu sortes de là. Trouve-toi le moyen. Je ne dis pas que le premier moyen que je vais utiliser sera bon, mais trouve quelque chose et vide-toi la tête. Tu choisis tes combats. Dans la vie, il faut choisir ses combats. On ne peut pas tout mener de front. On ne peut pas gagner sur tout. Désolé. Il y a des combats. On a l'énergie pour telle épreuve. Ok, on y va. L'autre, c'est trop gros, c'est trop fort, pas de souci. On met de côté. Dans une prochaine on revient. Non, il faut choisir ses combats. Exactement, je suis d'accord. Point barre. Et une fois que tu as compris ça, je pense que déjà ça peut plus ou moins équilibrer déjà comme il faut la balance. Et je voulais revenir aussi sur ta vie, je mélange un peu, mais sur ta vie d'entrepreneur. Tout à l'heure, tu as lancé une marque. Je voudrais que tu en parles un peu déjà de la marque, de ce que tu fais, et en même temps des
difficultés que tu as eues aussi peut-être dans ce chemin d'entrepreneuriat, puisque c'est vrai qu'on prône beaucoup l'entrepreneuriat aujourd'hui, mais moi je voulais montrer aussi un peu le côté un peu sombre d'entrepreneuriat, même si j'encourage à 1000%, je voudrais que tu nous présentes le produit et nous parler un peu du côté un peu obscur de l'entrepreneuriat. Alors moi j'ai créé effectivement ma marque de cosmétiques qui s'appelle Nasusa Care, une marque de produits cheveux et corps naturels. Ce sont des produits ancestraux, c'est des produits, en tout cas ça a été la résultance de plusieurs années d'échecs, en fait de produits que j'ai essayé de mettre sur moi-même mes cheveux, bon entre temps je suis devenue oxée, mais voilà, et ce sont des produits que j'utilise déjà moi-même sur ma propre chevelure, et je me suis rendu compte qu'en fait dans le commerce il y a une multitude de produits, mais il n'y a rien qui me correspond, ou en tout cas tel petit truc, tel petit machin, donc voilà. Et puis il ne faut pas oublier que ça reste quand même notre premier critère de beauté, surtout nous chez nous, c'est très important nos cheveux. Voilà, donc j'ai eu l'idée effectivement pendant le Covid de créer ça, parce que je trouvais que ça faisait partie de moi, parce que j'ai été aussi beaucoup encouragée par des amis, dont une amie qu'on a en commun, que je salue, voilà, et mes sœurs, et voilà, mes demi-sœurs, et c'était très important pour moi, et je me suis dit, ouais, ok, pourquoi pas. Donc, il y avait la question du financement, déjà, de comment mettre ça, mon boarding, ma prod à mettre en place, qui allait m'aider, c'est ça. Comment j'allais le mettre en place, au bout de combien de temps, est-ce qu'il faut que j'aille tout de suite voir les banques, est-ce que je peux d'abord prendre dans mon épargne, combien de temps, je savais déjà que je ne pouvais pas payer parce que j'avais vu chez les autres que j'allais pas tout de suite sortir le million, c'était pas comme ça. En plus de ça, j'arrive sur un marché où le cosmétique, on est beaucoup dedans. Donc, quel est mon public cible? Enfin voilà, il y avait vraiment pas mal de choses. Et il est vrai que pendant le Covid, surtout en tout cas sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui ont développé plusieurs compétences en sus de leur boulot, et dont notamment voilà via des connexions. Et puis voilà, j'ai pu être accompagnée par des personnes de la diaspora. Alors c'était pas spécifiquement fait exprès, mais bon, tant mieux. Et voilà, qui m'ont accompagnée à mettre en place les premières pierres, quoi. C'était facile? Ah non. 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 Démarcher ceci, démarcher cela, appeler un tel. Voilà. Surtout la question du financement, c'est très compliqué. Surtout en plus au début, on est tout seul. Donc on se dit mais comment je vais faire? À quelle fréquence je vais le faire? Est-ce que je vais pouvoir tenir la cadence? Est-ce que voilà, il y a pas mal de choses. Alors c'est excitant aussi. C'est challengeant, vraiment. On va faire beaucoup d'erreurs, on va perdre beaucoup d'argent. On va perdre beaucoup d'argent. Ça, c'est sûr. Mais franchement, honnêtement, c'est pas grave parce que la satisfaction de ça, ne serait-ce que dès lors qu'on fait la première vente, déjà tu es content et en plus tu te dis, ah, si j'ai vendu une fois, ça veut dire que je suis capable de le revendre encore plusieurs fois. Et puis aussi, tu manifestes aussi le fait de croire en toi. Parce bien que, sûr. Voilà, il faut beaucoup de ressources internes bien pour sûr. entreprendre et ça c'est bien. Bien sûr. Bravo. Merci, c'est gentil. Et je vais revenir au livre, j'avais une question encore, un point surtout que j'ai remarqué, qui est plutôt très bien, c'est que tu abordes le sexe. Sans tabou. Mais vraiment sans tabou. Et déjà, je voulais te dire bravo parce que c'est pas donné à tout le monde de le faire. Et justement, t'avais pas peur des jugements par rapport à ça? Alors, le seul jugement que je redoutais, honnêtement, c'est celui de ma mère par rapport à ça. C'est sûr. Franchement, après le reste, je m'en fous. Je suis arrivée à un stade où je me dis, elle est fille, on va pas se la faire. Non mais, faut arrêter. On va pas se la faire, d'accord? On a toutes vu le loup, faut arrêter. Donc, ok, un tel ne veut pas dire si ça, ok. Mais pour moi, pour mon parcours introspectif, j'avais besoin de dire que en fait, je suis allée jusque là. Exactement. Je suis allée vraiment jusque là pour être appréciée parce que je pensais que, etc. Et j'étais bercée par telle parole, tel type de, etc. Donc, c'est pas juste pour étaler le fait que, effectivement, voilà, j'ai fait ci, ça avec telle personne. Non, ça n'a strictement rien à voir. Ou en tout cas, ceux qui pensent que ça a été le message, vous vous trompez, pas du tout. C'est vraiment de dire, écoutez les gars, je n'ai pas honte de dire que je suis allée jusque là, tellement je souffrais, en fait.
Et ouais, je sais pas, voilà, c'est bon, on est arrivé, franchement, voilà, là, encore une fois, on est arrivé à des âges où. Non, mais je trouve que c'est brillant et c'est bien de le mettre en avant. Il y a encore beaucoup de livres où tu retrouves pas ça. Non, ah oui. Et surtout, un point aussi le deuxième point que je voulais souligner, c'est justement ce rapport-là qu'on a des fois, c'est-à-dire qu'on attend la reconnaissance à travers le sexe aussi, et on donne nous-mêmes aussi, en fait. Donc, tu vois, et je trouve ça hyper intéressant de le mettre en lumière. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne le savent même pas, c'est-à-dire que elles enchaînent, on va dire entre guillemets, c'est pas du tout un jugement, mais elles enchaînent aujourd'hui des relations sexuelles parce qu'elles sont en quête. Elles connaissent d'elles-mêmes, déjà, en quête de reconnaissance, en quête aussi, des fois on parlait de la relation, et la relation du père, des fois. Parce que des fois, quand on n'a pas eu une belle relation avec son père, on va rechercher cet amour-là à l'extérieur. Et du coup, c'est bien de le mettre en avant et aussi de le souligner. Maintenant, après, bon, il faut bien évidemment rentrer en détail, mais ça, je trouve ça vraiment brillant. Ah oui, j'approuve à 200% ton discours. Et j'ajouterais également, il faut connaître, effectivement, c'est ça, il faut se connaître avant tout. Et si on va chercher ailleurs quelque chose, c'est que déjà à la maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Que ce soit avec la fratrie, que ce soit avec un des deux parents ou les deux parents, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. On ne connaît pas sa place. Il faut connaître sa place. Après, c'est pas parce qu'on connaît sa place que ça veut dire qu'on l'accepte forcément. Mais au moins on se dit, écoutez, je crois comprendre que voilà, c'est ça ma place. Ça, c'est voilà, c'est encore un autre débat aussi par rapport à la fratrie, tout ça, mais voilà. Et moi, je n'oublie pas que je suis aînée et de 3 enfants de ma mère, et je suis la seule fille. C'est important. C'est important de diffuser ce genre de message parce que je vois encore même dans la génération qui nous suit que, enfin, elles ont, en fait, si tu veux, il y a 2 points de vue. C'est-à-dire qu'on peut les admirer parce qu'elles sont très légères avec leur corps et tout, mais en même temps, il y a toujours ce côté où ton corps c'est quand même un peu ton véhicule sacré finalement. Et le fait de le donner comme ça, encore une fois, il n'y a pas de jugement, mais on se demande si aujourd'hui, demain, tu avais une Porsche ou une Lamborghini, est-ce que tu la donnerais autant aussi facilement? Alors que finalement, c'est la même chose. Ouais, mais je pense que c'est une phase où l'adolescence, ou un petit peu au début de la majorité, je pense que c'est une phase de perdition, clairement. C'est sûr. On se cherche, et puis il y a surtout le rapport au corps. Pour en revenir à moi et mon parcours, moi, j'étais obèse. Donc, j'étais obèse, j'étais un peu difforme par rapport à mes copines. J'en parle le mot difforme parce que mes copines, elles étaient plutôt petites et maigres. Et donc, elles s'habillaient dans les tendances, on va dire, de l'époque, à la mode de l'époque. Moi, je rentrais pas dedans. Déjà, à la base. Donc, j'avais un look de garçon manqué, les gars. C'était incroyable. Donc, en fait, moi, on voyait pas. J'étais le poteau qui allait donner le message de telle personne. Hey, vas-y, va voir ta copine, tu lui dis qu'elle me plaît. Ah, mais moi. Bon, ok. C'est sûr. Mais en fait, moi aussi, j'aimais bien les garçons. Moi aussi, je les regardais. Mais on me voyait pas, quoi. Donc, bon, ok, d'accord, pas de souci. Mais j'avais surtout cette frustration, au-delà des garçons, mais j'avais aussi cette frustration, surtout en termes vestimentaires. C'est-à-dire qu'à l'époque, The Place to Be, c'était Pinky et Jennifer aussi. Voilà. C'était ça. The Place to Be, c'était ça. Et mes copines, elles allaient faire petit shopping, machin, pas H&M, mais Jennifer, de la tête aux pieds. J'étais là. Ah, ok. Mais moi, je rentrais pas dedans. Donc, j'achetais les mini-sacs de Jennifer et j'achetais que des accessoires. Parce que je me suis dit, bon, ben voilà, au moins j'ai un truc comme elle. Et en plus, j'aimais même pas ça. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, c'était pour dire sentiment d'appartenance. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, t'acceptes maintenant ton corps? Mais clairement. Je le kiffe. C'est dingue. Ah ouais, mais clairement. Et je pense que beaucoup de femmes vont nous dire quel est ton secret? Bah écoute, après des fois alors, j'ai été, donc comme je disais, j'étais obèse. Donc on m'a comparé à mes copines, dans le sens, ouais, t'as vu, regarde tes copines, et toi t'es comme ça, ok. On m'a comparé à ma mère aussi, parce que je me mettais à côté de ma mère et on me disait que ma mère c'était ma sœur. Ah oui. Donc ma mère qui me disait, ah t'as vu, on a dit que c'était ta sœur et tout, ok. Moi je faisais du sport, donc au bout d'un moment, mon cœur il s'est soufflé très vite. Donc quand j'allais chez le médecin qui me disait, qui me mettait face à un miroir, qui me disait, écoute,
t'as vu la graisse là? T'as vu ça? T'as vu ça? Ok. T'avais les remarques de quand on allait faire un pique-nique ou quoi, bizarrement, quand toi tu sors ton petit soda, voilà, ok, alors que ta copine elle a sorti le même soda, hein. Mais bon, c'est pas grave, elle peut se permettre. Toi, non, toi avec toi, elle est plutôt, d'accord, ok, pas de souci. Donc, effectivement, toujours j'ai eu des injonctions. Toute ma vie, j'ai toujours eu, effectivement, j'ai commencé à être dans des modes, je me cherchais, hein, donc j'étais dans des modes qui me plaisaient pas du tout. Franchement, je voulais copier mes copines. Je disais non mais attends stop, ça me plaît pas ça. Mais c'est quoi ça? J'aime pas. Et voilà. Et je fais aussi le lien avec ma marque de cosmétiques, ça a été la résultance de plusieurs échecs. Et l'identité en tout cas que j'arbore ici devant toi, ça a été la résultante de plusieurs échecs. Mais c'est ça, on est toutes. Voilà, on a essayé des trucs, ça collait pas. Et là aujourd'hui, ça match et ça colle. J'aime beaucoup. Alors, parfait. Voilà, pour l'instant, c'est parfait. Et j'ai un point qui peut peut-être faire un peu polémique, mais je la pose quand même. C'est aujourd'hui, on parle de grossophobie, on parle aussi d'assumer son corps un peu, même si on est un peu plus forte et tout. Toi, qui a maigri, qui a fondu, et tu montres aussi le point que quand tu es obèse, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux finalement. Est-ce que tu es en phase avec justement ces personnes qui prônent un peu je suis plus forte et je m'accepte? Alors, je suis avec. Alors, deux choses. C'est que il faut être d'accord pour dire qu'on est dans une société où l'apparence compte. Hein. Oui, c'est-à-dire que voilà, ça, clair et net, voilà. Une personne qui s'assume dans son corps, qu'importe qu'elle soit très maigre ou très grosse, tant qu'elle s'assume, c'est très bien. Tant qu'elle se sent à l'aise dans ses fringues, etc., c'est très bien. Ça, effectivement, je le pense réellement. Là où elle devrait effectivement s'inquiéter, c'est si elle est sur la de santé, etc. Voilà. Il faut aussi accepter le fait que, et ça, moi j'ai eu du mal à l'accepter ça, c'est que je me suis toujours dit, un jour je serai maigre comme mes copines. Mais à un moment donné, on a une morphologie, les gars. Exactement. Donc, ce que ta copine met, ce sera pas pareil. Et au niveau des formes, etc., la morphologie, elle est différente. Et donc, il faut comprendre aussi qu'on a chacun et chacune notre singularité. À un moment donné, voilà. Et une fois qu'on a compris ça, il faut essayer d'en faire une force et essayer d'en faire une identité et pas forcément essayer de copier-coller, tout copier-coller. Parce qu'on se rend compte que toute notre vie, il y a des tendances. Les tendances, elles partent, elles reviennent, elles partent, elles reviennent. Et donc, au final, on ne sait plus trop où donner de la tête. Il faut juste trouver son... Et surtout, je rajouterais aussi que cette identité-là, elle évolue aussi, parce que dans la vie, après par exemple pour celles qui ont eu des enfants, bon, il y en a qui n'ont pas changé, mais moi par exemple j'ai vu mon corps changer, et c'est vrai que ça n'a pas été facile du tout. Hein. Moi j'étais, je n'ai pas eu de problème de poids, tout ça, mais je m'assumais plutôt bien, j'étais bien avec mon corps, et c'était l'inverse. C'était l'inverse, donc c'est pour ça que j'ai aussi, à partir du moment où on apprend en fait au fil de l'eau avec la vie, toutes les expériences qu'on a à s'accepter. C'est pas un travail facile. C'est pas un travail facile. Et les hommes, pour en tout cas nous qui sommes attirés par les messieurs, et d'autres, voilà, en fonction de l'attirance, les hommes n'arrangent pas spécifiquement les choses. Les hommes, les marques, les réseaux, enfin en tout cas plein de choses, tout ce qui est, voilà, les magasins, c'est criminel parfois, on va dans un magasin et il s'arrête au 38 ou au 40 ou les coupes, c'est criminel. Et puis en plus, rien qu'en Europe, je sais pas si t'as arboré cette expérience, rien qu'en Europe, tu regardes les formes des pantalons en France, tu compares avec l'Espagne, tu compares avec l'Italie, tu compares avec l'autre, tu dis ah ouais, on m'aime pas en France. Non, mais moi je suis passée dans 38, à l'époque je faisais un 36-38, mais je suis passée en 38-40 après les deux grossesses, et c'est vrai que même le travail est dur psychologiquement, et tu le vois aussi, même par rapport aux autres, tu as toujours tendance à te comparer, ce qui n'était pas le cas pour moi avant, c'est vrai, mais ouais, c'est tout un travail d'une vie, et ce que tu disais aussi, c'est que il y a des hommes qui nous aident pas. Ouais, les hommes qui ne nous aident pas, notamment, je parle pour moi, en tout cas c'était pour la grossesse, mais quand tu passes ce point-là, il faut vraiment avoir quelqu'un qui t'accompagne dans cette évolution-là. Clairement. Ouais, parce que tout ton corps change et tu peux être amené, en fait, lui, il faut que son regard reste aussi le même qu'avant. Même si c'est difficile, mais c'est vrai que ça nous aide vraiment. Ah oui, non, mais clairement. Ah, c'est un petit message, messieurs.
Il y a beaucoup de choses. Ouais. Mais non, et c'est vrai, parce que le regard qu'on peut porter sur soi, déjà, alors moi, je n'ai pas encore porté la vie, mais là, je vis par procuration auprès de mes copines, mais le corps change déjà pendant la grossesse, donc on a l'impression d'être plus ou moins un mi-main d'homme, déjà. On est habité, donc on n'est pas forcément libre aussi de son corps, etc. Donc, il y en a effectivement, une fois qu'elles ont accouché, elles récupèrent, waouh, c'est magnifique. Il y en a d'autres, c'est autre chose. Elles ont peut-être fait des césariennes, donc il y a des cicatrices. Alors aujourd'hui, la médecine a fait bien son boulot, mais quand même, ça reste voilà. Il y en a effectivement aussi, le temps que le corps se remette un petit peu en place, c'est compliqué. Les cheveux qui tombent, il y a plein de choses, et on se dit, mais c'est tout ça la grossesse en fait. Ouais. Waouh. Ouais. Il faut refaire. Enfin, a priori, j'ai envie d'un deuxième enfant. Waouh! Et à côté de ça, souvent les messieurs qui disent ouais, mais en fait, avant, t'étais pas trop. Ouais, mais tu portais des enfants en fait. Ouais, c'est vrai. C'est pas facile. Ça aussi, ça pourrait être un autre sujet. Voilà. Et même les femmes qui disent ah ouais, mais en fait, la grossesse. C'est vrai que on est dans la même équipe. Ouais, c'est exactement ça. Il n'y a pas beaucoup de sororité là-dessus. Ouais, effectivement, ça peut être aussi tellement triste. Un peu compliqué, ouais. Mais bon, après, c'est ça ce que tu disais, c'est apprendre à s'accepter, faire un travail sur soi qui n'est pas facile. Mais moi, je dis toujours, quand je vois des fois mes kilos en trop, je me dis bon, c'est pour la bonne cause. Même si c'est vrai qu'après, il faut arriver à s'accepter, se dire bon, bah, c'est un autre parcours de vie, c'est une autre étape, et cette étape-là, j'ai envie de ressembler à une autre femme aussi. Ouais, non, c'est clair, il faut arriver à se plaire aussi, tu vois, si, ok, j'ai pris du poids, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire aussi pour plus ou moins trouver un compromis, voilà, parce que soit je fais des efforts pour arriver plus ou moins à mon stade d'avant, il y a des femmes qui y arrivent très bien, et bravo. Chapeau. Bravo, voilà. Et il y en a d'autres, non, en fait, elles vont faire tous les efforts du monde. Ouais, ça. Voilà. J'avais une dernière question par rapport au livre. Est-ce qu'il y aura un deuxième tome? Tout le monde me pose la question. Alors, a priori, quand j'ai achevé cet ouvrage, je me suis dit qu'il n'y aurait pas de deuxième tome. D'accord. Donc, je sais pas. Je sais qu'en tout cas, je suis en train d'écrire effectivement autre chose. Qui a strictement rien à voir, mais autre chose. Deuxième tome, je sais pas. Pourquoi pas? Voilà, okay. Je suis fermée à rien du tout. Chers lecteurs, on reste en attente. Et puis, on va conclure avec les questions signature du podcast. Le podcast s'appelle Le Papillon, parce que le papillon, il y a 2 points qui m'intéressent beaucoup, c'est la renaissance et la beauté autour. Et mes questions, c'est à quel moment tu t'es sentie renaître? Je me suis sentie renaître, j'avais avant la trentaine, donc c'était 26-27 ans. 26-27 ans, et quand je me suis dit que j'allais commencer à écrire cet ouvrage. Super. Ouais. Est-ce que tu as eu un déclic? Le déclic, ça a été, je l'énonce un petit peu dans le bouquin, ça a été suite à déjà j'ai vécu une période qui était assez difficile pour moi, et énième dispute avec ma maman, et là, il y avait des mots que j'avais en moi à chaque fois. Enfin, je sais pas si ça t'arrive cette scène, c'est que tu t'embrouilles avec ta maman, et tu vas dans ta chambre, et tu dis oui. Prochaine fois. Et voilà, cette fois-là, c'est arrivé, et tout ce que j'avais envie de lui dire, j'ai sorti. Et je suis partie faire un tour, et je suis rentrée à la maison, et je me suis dit non, mais en fait, je regrette pas ce que je lui ai dit. Je m'en fous, je regrette pas. Et ce jour-là aussi, j'ai vu le regard de ma mère changer. Elle s'est dit, j'ai une autre personne en face. Là, ok, on est arrivé à un stade là où voilà. Donc oui, effectivement, par là. Et justement, du coup, tu as un peu répondu à la deuxième question, c'est aujourd'hui, avec beaucoup de recul, comment tu arrives à analyser la beauté de ce moment de renaissance? Parce que sur le moment, ça devait être dur, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu te dis ça a quand même été un bon moment? Ou j'ai bien fait finalement? Ça a été un bon moment. Je pense avoir bien fait. Pourquoi? Parce que à ce jour, je ne sais pas si ma mère a lu mon bouquin. Je pense que oui. Mais je ne sais pas. Parce que quand je lui ai donné, je lui ai dit tu le lis. Et si tu as des questions, tu as le moindre question ou quelque chose comme ça, tu m'en parles, on en parle, j'ai pas de problème avec ça. Elle n'est jamais revenue vers moi. Mais ma mère étant curieuse, je pense qu'elle a lu. Et en fait, j'ai vu
son comportement changé envers moi. D'accord. Elle ne l'a pas dit directement, mais sa manière de faire, ça a changé. Et clairement, notre relation s'est apaisée. Ah, Et ça me va. super. Elle n'est pas idéale, c'est pas grave, mais ça me va. Super. Donc oui, je pense que ça a été une bonne chose de le faire. Voilà la beauté de la thérapie, de l'écriture. Ouais, clairement. Du moment de naissance. Clairement. Et puis il faut être en phase. Franchement, faut être en phase avec soi. Ça colle avec ma personnalité, ça colle avec. J'écris, ma manière d'écrire, c'est très intimiste, très voilà. Et ça me ressemble beaucoup. Et je suis comme ça. Et non déplaise. Quoi. Mais c'est vrai que quand tu lis et que quand on te connaît, on voit vraiment qu'il y a une certaine cohérence. Tu vois, autant, bon, on n'a pas rencontré beaucoup d'auteurs, mais il y a des auteurs, j'aimerais bien les rencontrer, savoir ce qu'ils écrivent, ça vraiment. Parce que tu vois, c'est tout lisse, alors que là, ce qui peut être brutal, parce que ce que je te disais, c'est que moi je lis beaucoup, et là ça a été un peu brutal sur certaines choses, mais en même temps, quand tu connais le personnage, ça fait sens. D'accord. Ça fait sens, et je trouve justement, je préfère avoir cette cohérence-là, que quelqu'un, demain je rencontre quelqu'un, et que je me dis, ah bah non, c'est pas du tout le même personnage. Ça veut dire que sa vie est complètement en décalage avec ce qu'il écrit, finalement. Et c'est ça, en tout cas, que je salue, et j'encourage vraiment encore une fois de plus la communauté à le lire. En tout cas, allez-y, sur Amazon. Voilà, n'hésitez pas, et surtout, je mettrai tous les liens pour retrouver Kama et ses produits. Merci Kama. Merci à toi. Salut. Salut.